L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de notre rendez-vous média. Le premier, celui qui inaugure cette nouvelle saison radiophonique des rendez-vous médias, des rendez-vous chaque jeudi, juste après les infos régionales, en compagnie de nos partenaires médias de la région, la Topette, Médiacité, la Lettre à Lulu, des incursions aussi auprès des rédactions qui couvrent des dossiers ligériens. Ce sera le cas jeudi prochain, en compagnie du journaliste Samy Archimède qui signe une enquête pour le média breton Spland sur les pollutions industrielles dans le bassin nazérien. Mais pour l'heure, entamons cette nouvelle saison en compagnie de nos partenaires de la revue 303, revue Art et Création en Pays de la Loire. En votre compagnie, Eva Proutot, bonjour. Bonjour. Alors nous avions déjà eu l'occasion de vous recevoir, vous collaborez très régulièrement avec la revue, vous êtes membre de son comité de rédaction et vous êtes l'auteur invité du tout dernier numéro de la revue 303, il est paru jeudi dernier. Il est consacré aux collaborations entre l'art et l'artisanat, aux collaborations fertiles, c'est le thème exact de ce nouvel opus. Un mot d'abord sur ces deux univers, l'art et l'artisanat, comment les définir ? Alors, il y a énormément de possibilités de définition. Et justement, l'enjeu peut-être de ce numéro, c'est de ne pas les définir de manière abrupte. Une définition un peu abrupte, celle d'Alain, ce serait de dire un artisan sait où il va. Il va produire un objet ayant souvent une fonction. Et le résultat va être à la hauteur de ce qu'il avait prévu. Un artiste ne sait pas forcément où il va. Mais ça, c'est très réducteur déjà. Et tout ce numéro essaie d'assouplir, en fait, ces définitions et de voir que ces deux univers, de l'art et de l'artisanat, sont très poreux. Et que peut-être, comme le dit par exemple William Morris, l'artisan et l'artiste sont presque égaux. Ou quasiment, même si la plupart du temps, ils sont conçus comme des éléments complémentaires, plutôt que égalitaires. D'ailleurs, artiste, artisan, c'est un terme qui revient assez régulièrement dans les différents articles qu'on peut retrouver dans ce numéro. Vous signez un article en ouverture justement de ce dernier opus sur l'histoire parfois contrastée de ces collaborations. Vous nous dites des liens qui se tendent et qui se distendent de manière cyclique. À quoi est-ce que vous faites référence ? Alors, il y a plusieurs moments dans l'histoire où cette scission entre l'artiste et l'artisan, elle n'existe pas. Donc là, je repars de l'Antiquité, par exemple. Et puis, de manière cyclique, à certains moments de l'histoire, on a essayé de les séparer. On a essayé, par exemple, à la Renaissance, on a essayé ensuite, au temps des Lumières, de séparer et de hiérarchiser et de faire passer la conception, l'intellect avant la main et le corps. Mmh. Voilà, c'est là-dessus que je reviens dans mon texte pour dire que ça a été quelques points saillants qui sont encore très très présents. Aujourd'hui, les intellectuels sont mieux considérés financièrement, par exemple, dans leur profession, que les manuels. Et ça a une histoire qui est longue, qui remonte au Moyen-Âge, à la Renaissance, où on a essayé de séparer ce qui, pour moi, n'est pas séparable. Et justement, ce numéro regorge d'exemples qui font référence à ces collaborations fertiles, voire ces collaborations nécessaires. Comment est-ce que l'art et l'artisanat peuvent s'enrichir mutuellement, justement ? Alors effectivement, au fil du numéro, on le voit constamment. Donc ça peut être dans les types de collaborations qu'on a essayé de mettre en lumière. Les artistes contemporains aujourd'hui, ils sont extrêmement polyvalents et ils vont chercher aussi bien dans la science que dans le jardinage, que dans la cuisine, que dans l'ébénisterie. Et pour ce faire, ils font appel à des collaborateurs parce qu'ils n'ont pas la science infuse, enfin ils sont pas polymathes comme Léonard de Vinci. Donc à chaque fois, ils vont s'adresser à des professionnels ou collaborer avec des artisans très spécifiques qui parfois deviennent des amis et qui les suivent tout au long de leur carrière. De l'autre côté, les artisans qui travaillent avec des artistes sont obligés en permanence de sortir de leur zone de confort parce que on leur demande des choses qu'ils n'ont jamais fait. Et
souplesse, là encore, cette manière de sortir des sentiers battus. Pour moi, c'est excellent pour le savoir-faire, parce que ça l'enrichit. Et puis, il y a aussi cette idée de collaboration fertile et nécessaire, parfois même sous forme de résistance. C'est un mot qui revient aussi dans ce numéro. Résistance face à l'industrie, à la production de masse, aux impératifs capitalistes. Ça, c'est aussi un fil rouge dans ce numéro qui vous tenait à cœur de montrer. Oui, parce que finalement, tout ce propos, c'est assez politique. Donc, Pascaline Vallée, par exemple, signe un texte sur les matières plus vertueuses et durables qu'utilisent des artistes artisans. Et ce qu'elle met en lumière, c'est aussi le temps. Toutes ces recherches, ça prend du temps. La plupart de ces créateurs, ils ont besoin d'expérimenter, de tester, et tout ça, évidemment, c'est de l'argent. Donc, au fil du numéro, ce qu'on dit aussi, c'est que débiter, je suis devant une table qui a été débitée de manière industrielle, ça prend pas du tout le même temps qu'un ébéniste qui travaille du bois. Et ce temps, c'est de l'argent. Et une des grosses questions que je pose notamment à la fin de mon texte et qu'on pose dans ce numéro, c'est est-ce que ces objets, donc qui sont une résistance au capitalisme, comment est-ce qu'ils peuvent être démocratiques ? Puisque est-ce que l'équation, c'est forcément que ce sont des objets de luxe et donc pas accessibles au plus grand nombre, et que ce qui est accessible au plus grand nombre, ce sont des objets de piètre qualité qui détruisent la planète. Voilà, ça fait partie des questions qui courent dans le numéro. Et effectivement, quand on parle de textile et de traitement du textile vertueux, quand on parle de tissage, par exemple, on parle d'heures et d'heures pour construire une composition tissée, ou alors un vêtement, ou alors un foulard, etc., etc. Autant de réflexions et d'inspiration à découvrir dans ce nouveau numéro de la revue 303, consacré donc aux collaborations fertiles entre art et artisanat. Merci beaucoup, Eva. Merci. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.